Bien, on n'a pas préparé cette petite séquence de vidéo pour vous faire pleurer, comme le président de la COP26, mais il y a quand même effectivement une certaine émotion dans ce qu'on vient de voir. Et évidemment, vous avez tous le t-shirt No More Blablabla, n'est-ce pas Pierre-André de Chalandard, président de Saint-Gobain, à ma droite, qui est auteur d'un livre sur les défis urbains et qui vient fréquemment parler dans cette instance. Merci d'être avec nous, Pierre-André de Chalandard. Également avec nous pour parler de la COP26, Ronan Dantec. Vous êtes sénateur, porte-parole de CGLU, une association de villes, justement sur ces questions climatiques, et président de l'association Climate Change. À vos côtés, Marianne Lauradour, directrice générale de CDC Biodiversité. Bon, tout est dit, on en parlera dans un instant. Arnaud Ngacha, qui est adjoint à la maire de Paris en charge de l'international et de la francophonie, nous parlera de la future COP des maires, entre autres, notamment. Et enfin, à côté de moi, Karine de Boissaison, qui est directrice du développement durable du groupe EDF, au cœur évidemment de la transition écologique. Bonjour à tous les 5, merci d'être là. Je pense que pour commencer, peut-être avec vous, Marianne Lauradour, on va parler de la nature, parce que finalement, la biodiversité, c'est la nature, c'est la planète sur laquelle on vit. J'avais un t-shirt « Because there is no planet B », mais je ne l'ai pas mis, parce que Jean-Christophe veut que je mette des chemises propres. Donc, je mettrai peut-être ce soir pour le débat avec nos amis sur la clôture. Que peut faire la nature face à ces dérèglements climatiques? Est-ce qu'elle est la solution? D'abord, et votre question, bonjour à tous, bonjour Philippe, votre question le souligne. D'abord, aujourd'hui, ce qui est important, c'est qu'il y a une réconciliation des approches climatiques et des approches biodiversité. Il y a une convergence des crises, avec une convergence des causes, une convergence des effets, et le pacte de Glasgow, tout aussi décevant qu'il soit, va quand même... Quelques progrès quand même, notamment sur les forêts. Tout à fait, va souligner la nécessité de protéger, de conserver, de restaurer les écosystèmes naturels, terrestres, forestiers, marins, pour atteindre la limite du réchauffement climatique. On a vu aussi d'ailleurs une concordance des dates avec la COP15 sur la biodiversité qui s'est tenue en digital et qui va se tenir en avril prochain à Kunming en Chine, et puis la COP26 de Glasgow. Et puis, sur le plan scientifique, puisqu'on rappelait les éléments scientifiques sont très importants sur ces sujets, il y a eu le premier rapport conjoint de l'IBES, donc l'IBES c'est le GIEC de la biodiversité, et du GIEC, qui ont adressé en même temps le sujet de la protection de la biodiversité et du réchauffement climatique. Donc tout ça converge dans une même direction. Et je rappelle d'ailleurs ici que les atteintes de la biodiversité sont tout aussi importantes aujourd'hui que celles du climat. Vous avez vu le rapport de l'IBES qui dit que sur 7 à 8 millions d'espèces, il y en a 1 à 2 millions qui sont menacées, donc sur un pas de temps qui est extrêmement rapide. Et aujourd'hui, ce rapprochement de ces deux crises va se retrouver là aussi dans le défi des villes, donc les villes au défi du bas carbone, mais les villes au défi de la biodiversité. D'abord parce que 80% des Français habitent en ville, et ensuite parce que les citoyens réclament cette nature en ville. 92% des personnes interrogées dans un sondage ont dit qu'il n'y avait pas assez de nature en ville. Et donc aujourd'hui, s'adapter au réchauffement climatique dans les villes, c'est réintroduire la nature en ville. Alors évidemment... Parce qu'on en parle beaucoup, mais concrètement, voilà, comment? donc la CDC Biodiversité, nous on propose évidemment, comme d'autres, des solutions. D'abord, remettre des infrastructures vertes dans les villes. C'est quoi une infrastructure verte? C'est un espace naturel, semi-naturel, un espace vert qui va apporter des services systémiques à la population en termes de santé, en termes d'îlots de fraîcheur, contre les îlots de chaleur, contre les crues, pour les infiltrations de l'eau dans le sol. Donc il faut remettre des infrastructures vertes, il faut les mettre dans ce qu'on appelle, nous, à CDC Biodiversité, des contrats de performance biodiversité, c'est-à-dire dans du long terme, avec des gestions sur des espèces endémiques, gérer ça avec des indicateurs de reconstitution de la biodiversité.
On peut aller aussi chercher des innovations sur les toitures végétales. On peut d'ailleurs, on l'a vu, on est en train d'expérimenter sur le parc de Icade à Rungis, où on met des toitures végétales avec des panneaux solaires qui se fertilisent mutuellement, et le panneau solaire fonctionne mieux quand il ne monte pas trop en température grâce à la végétation, et la végétation trouve de l'ombre dans le panneau solaire. Donc ça marche très bien aussi, les solutions qui font cohabiter. Et puis, il faut aussi penser à animer ces sujets, à faire participer. Et donc là, on propose des outils de participation citoyenne, avec un outil comme Ortilio, qui est un coach un peu écologue, qui permet de dire à chaque personne qui a une terrasse ou un jardin le moment pour arroser, pour faucher, pour voir la faune. Donc toutes ces solutions-là, on peut les mettre en place. Et puis au niveau du groupe Caisse des dépôts, on réfléchit à une offre résilience verte qui prendrait le sujet clé en main de bout en bout, du diagnostic jusqu'à la gestion en passant par la conception et les travaux, mais aussi les financements. Et donc une offre qui permettrait d'aller chercher les financements, alors les financements nationaux, l'Agence de l'eau, l'ADEME, mais aussi bien sûr les financements européens dans le cadre du plan d'action du groupe Caisse des dépôts pour le climat et pour la biodiversité. Merci beaucoup. Ronan Dantec, donc vous, à la fois d'un point de vue politique, mais également de cette association Climate Change, comment est-ce que vous avez réagi d'abord à la COP26 ? Est-ce que c'est une remobilisation finalement, notamment de la part des acteurs que sont les villes, pour agir, pour accélérer ? C'est une décennie où les villes peuvent agir. Et ce sont des acteurs qui effectivement ont des leviers d'action. Voilà, je crois que Jean Jouzel, bonjour à tous, l'a clairement dit. Glasgow, c'est d'abord l'adieu au 1,5 degré, très clairement. À partir du moment où la Chine, je trouve qu'on ne parle pas assez quand même de la responsabilité chinoise dans cette affaire aujourd'hui. À partir du moment où la Chine dit « j'augmenterai mes émissions jusqu'en 2030 », effectivement, il n'y a plus aucun moyen de stabiliser le climat aux alentours de 1,5 degré. L'accord de Paris étant un accord conçu pour tenir quoi qu'il arrive, lui n'est pas menacé dans son architecture, ce qui veut dire qu'une stabilisation aux alentours de 2 degrés, entre 2 et 2,5 degrés est encore tout à fait possible, pour ne pas être trop déprimant, mais effectivement, il faut maintenant clairement se dire que le climat en France, il sera à plus 3 degrés dans quelques décennies, et ça c'est assez inéluctable, et donc il va falloir s'adapter à ça. Après, concernant le rôle des villes, effectivement, comme vous l'avez dit, moi j'étais le porte-parole climat de CGLU, la principale organisation mondiale de collectivités pendant une douzaine d'années. Ça fait quand même un moment qu'on met, je crois qu'on a dû mettre la mention sur le rôle des villes pour la première fois dans le texte. C'est le travail que je faisais avec d'autres réseaux à Cancun. Donc Cancun, c'est 2010, donc ça fait une douzaine d'années, donc il n'y a rien de nouveau. Et à chaque fois qu'il y a une COP importante, on est content d'avoir réussi à mettre local government and subnational government dans le texte. Ça, il n'y a rien de nouveau là-dessus. Ce qui, moi, me semble important, pratiquement, et je serais du coup un peu disruptif par rapport au débat, c'est qu'il faut sortir des logiques silos. Les États seuls ne peuvent pas y arriver, parce que l'action locale, l'action des entreprises, c'est ça qui fait les émissions de CO2. Les villes seules ne peuvent pas y arriver, encore moins, parce qu'elles n'ont pas les cadres législatifs, elles n'ont pas les cadres financiers. Rien que pour tenir les objectifs d'efficacité énergétique sur Paris, j'ai dû faire le calcul, il faut trouver à peu près 30 milliards, je pense, pour... le président de Saint-Gobain pourrait faire le même calcul, mais en termes d'efficacité énergétique, de changement de vitrage, de changement d'isolation, c'est plusieurs dizaines de milliards rien que sur la ville de Paris. Et si on passe à l'Île-de-France, on raisonne en centaines de milliards. Ce n'est pas dans les capacités financières des villes, ce n'est pas vrai. Donc, ce qui veut dire qu'il y a des cadres législatifs, qu'il y a des cadres de financement, notamment européens, et que tout ça rentre en cohérence. C'est-à-dire que je pense qu'il faut absolument qu'on sorte des logiques silos. Climate Change, ça a été créé pour ça. Climate Change, dans la galaxie des ONG, c'est une ONG internationale qui dit qu'il faut mettre tout le monde au même endroit. Les villes, les entreprises, les représentants des États, et voir comment tout ça crée de la cohérence. Et on est dans ce moment-là. Et je pense quand même qu'il faut effectivement, pas de blabla, ok, mais il faut des analyses un peu fines de ce qui s'est passé à Glasgow en termes de mécanismes,
une fois qu'on s'est dit, OK, c'est foutu pour le 1,5 degré, voir quels sont les mécanismes de Glasgow, comment par exemple les villes vont intégrer l'article 6, toutes ces questions de compensation volontaire, d'échange de tonnes CO2, de financement peut-être, y compris par les villes, par la coopération décentralisée d'action ailleurs dans le monde, ou peut-être d'ailleurs, c'est pas j'arrive et je plante 3 arbres, c'est en tant que grande ville comme Paris, est-ce que je prends en charge la garantie financière d'un grand emprunt de Ouaga? C'est ça les questions qui sont sur la table. On n'est plus effectivement à planter 3 arbres. Donc toutes ces questions-là, et l'article 6 peut intervenir là. Donc il faut regarder un peu tous ces mécanismes de manière assez technique pour renforcer effectivement l'action sur le terrain et avoir une approche systémique. Le climat, c'est fondamentalement une approche systémique. C'est un peu, je pense que dans le défi, voire dans l'utopie qui est derrière la COP, parce que la COP, c'est quand même une utopie, c'est des gens d'accord sur rien qui coopèrent sur un enjeu commun. Donc c'est quand même une utopie. Je pense que dans cette utopie, c'est un peu le retour aux encyclopédistes du XVIIIe siècle. C'est-à-dire qu'il faut avoir une approche absolument globale du monde, où toutes les questions de développement, toutes les questions sociales, toutes les questions techniques, parce qu'il y a de la technicité dans les réponses, sont finalement regroupées sur un scénario commun. Donc je pense qu'on en est là. Et puis effectivement, là je prends une autre casquette qui est celle du président du comité d'orientation du programme national d'adaptation au changement climatique. On a maintenant besoin, alors il y a les solutions fondées sur la nature notamment, mais il y a surtout beaucoup de solutions sociales à forger. On a vraiment besoin de se coltiner la question du plus 3 degrés en France. Qu'est-ce que ça veut dire pour notre société? Et là, on ne peut plus tergiverser, parce que là, on connaît maintenant très parce que là, clairement la Renan Dantec, température vous dans êtes 20 ans. sénateur, vous êtes un politique, on est en pleine élection présidentielle. Oui. Que vous avez l'impression que le débat présidentiel est à la hauteur de cette problématique. Certains disent qu'il faut une planification écologique. Bon, je ne reviens pas, peut-être le mot peut choquer. D'autres disent, en tout cas, on va essayer d'avoir un plan, comme M. Macron l'a présenté sur France 2030, avec l'Europe. Il y a le pacte vert européen. Est-ce que le sujet est adressé à la hauteur où il devrait l'être? Absolument pas. Je pense qu'en disant ça, je ne prends pas position dans la campagne présidentielle, ce qui n'est pas le lieu ce matin. En plus, vous n'avez pas dit pour qui vous étiez, donc voilà. C'est pas grave. Donc, absolument pas. Absolument pas. Notamment, moi, il me semble que la question centrale qui est sur la table après Glasgow, parce que j'ai bien vu votre montage. Alors, on peut faire pleurer dans les chaumières sur le fait que le président de la COP essuie une larme parce que à la dernière seconde, dans une dramaturgie qu'on a connue dans toutes les COP, hein. Dans toutes les COP, on finit pareil. Hein. Finalement, toutes les COP, on pleure, c'est ça? Alors, on a eu les larmes d'à peu près tous les. Quand tu vas dans le Nord, tu pleures, et quand tu t'en vas, tu pleures aussi. Donc, oui, des larmes, il y en a eu beaucoup dans les COP, mais c'est pas ça. Votre montage insiste sur cette dramaturgie, mais il faudrait peut-être insister sur les raisons de la dramaturgie. Que les Indiens disent vous êtes gentils à nous dire de sortir du charbon. Vous avez une solution pour qu'on sorte du charbon? Que les pays africains suivent la Chine et l'Inde, parce que les pays africains ont bien entendu l'engagement pris par beaucoup, y compris la Chine d'ailleurs, de ne plus financer le charbon, et notamment le charbon en Afrique. Qu'est-ce qu'on va financer en Afrique? Où on va trouver les sources d'énergie en Afrique? Qui va payer? Donc on se paye beaucoup de mots, c'est ça que vous dites? Mais non, c'est pas tant qu'on se paye de mots, c'est qu'on en reste à la surface des choses. Je trouve qu'on a des débats, effectivement, on a un débat à la présidentielle, mais on a des débats globalement qui ne sont pas à la hauteur. Il faut arrêter de se payer des mots. Le climat, c'est très facile de faire des phrases définitives. J'ai dû en faire comme les autres. Ça, on peut tous en produire, la main sur le cœur, en disant c'est notre défi, blabla. Ok, c'est pas le débat. Le débat, c'est un débat sur le développement. Le débat aujourd'hui, c'est un débat sur la régulation et les échanges économiques avec la Chine. Les classes moyennes urbaines chinoises, et c'est le rapport Climate Change, notre observatoire mondial de l'action climatique, on a rendu public le rapport hier, donc sur le site Climate Change, vous trouverez le rapport, et de ce que je lis, il est assez bien accueilli, parce que c'est un rapport un peu clinique. C'est-à-dire, il essaye vraiment d'aller derrière la surface des choses. Les classes moyennes urbaines chinoises émettent plus de gaz à effet de serre par habitant que les Européens, aujourd'hui. C'est-à-dire le confort des classes moyennes urbaines chinoises participe plus du réchauffement que nous. C'est-à-dire que ce n'est pas juste l'usine du monde, c'est qu'on est dans ce monde-là et que les Chinois, dans leurs priorités,
considère que le pacte entre le Parti communiste chinois et les classes moyennes urbaines chinoises est plus important que le climat. C'est ça ce qui s'est passé aussi à Glasgow. Donc qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on met une taxe aux frontières? Ça devrait être un des grands débats de la présidentielle. C'est quoi la régulation économique que le futur président, quel qu'il soit, porte? Comment Ou présidente. Ou présidente, qu'est-ce que ça implique? Est-ce qu'on est prêt en Europe à une guerre commerciale avec la Chine? Est-ce qu'on est prêt à aider les pays africains? Parce que c'est quand même un grand scandale qu'on n'ait pas trouvé 100 milliards. 100 milliards, c'est ce qu'on a mis en France sur le plan de relance. On n'a pas trouvé 100 milliards au niveau international en 12 ans. Mais Renan Dantec, il y a de quoi pleurer, donc. Non, c'est pas... oui, on pourrait... Je vous arrête parce que vous allez être inarrêtable. Justement, le débat. Je crois qu'on n'en est plus au stade où on a le temps de pleurer, de se lamenter ou de faire des phrases enthousiastes. Il faut agir. Il faut absolument agir de manière clinique avec une connaissance précise de ce qu'est le monde, parce que sans cette connaissance du monde, on n'atteindra pas les objectifs. Alors, Pierre-Henri de Chalandard, vous l'avez interpellé, le rôle de l'entreprise dans la coopération, évidemment, est majeur. Est-ce que vous étiez à cette COP? Comment vous avez suivi, en tout cas, ces négociations? Et qu'est-ce que Saint-Gobain, qu'est-ce qu'un groupe comme le vôtre peut faire dans des solutions concrètes? Moi, je partage beaucoup de choses qui ont été dites, c'est-à-dire qu'à la fois un certain pessimisme sur ce qui s'est passé, à la fois le fait qu'on ne pourrait y arriver que tous ensemble. Un entrepreneur, il essaye toujours d'être optimiste. D'ailleurs, la maire de Paris aussi dit qu'il faut être optimiste. Donc, moi, j'essaie de voir le verre à moitié plein. Et ce qui m'a frappé, je suis d'accord complètement avec vous, le Nord-Sud, c'est scandaleux qu'on n'ait pas réussi à se mettre d'accord là-dessus. La Chine, c'est le partage du fardeau. Chacun dit il faut que ce soit l'autre qui fasse les efforts. L'Europe a quand même avancé. Et moi, ce qui m'a beaucoup frappé à la COP, c'est quand même que les acteurs non étatiques ont montré qu'ils bougeaient et qu'ils bougeaient relativement vite. C'est-à-dire essentiellement les villes et les entreprises. Toute proportion gardée, c'est ce qui s'était passé aux États-Unis pendant 4 ans avec Trump. Malgré Trump, je dirais, il s'est passé beaucoup de choses aux États-Unis parce que les villes et les entreprises, que d'ailleurs Ban Ki-moon avait appelé à partir de 2015 à participer, se bougent. Et les entreprises se bougent beaucoup. Alors, je voudrais juste corriger quand même un petit quelque chose sur les entreprises. C'est les entreprises qui émettent. Oui et non, les entreprises, c'est une partie du problème, mais c'est aussi une bonne partie de la solution. Saint-Gobain, de ce point de vue, est un excellent exemple, si vous voulez. Nous, on émet beaucoup de CO2 tous les ans. Mais pour faire un double vitrage, on émettra toujours... Non, on aura toujours besoin d'énergie. J'espère qu'un jour, on le fera décarboner et on y travaille très fort. Mais par contre, l'énergie qu'il a fallu pour le faire, elle se rembourse au centuple quand on le met dans un double vitrage. Et donc, on ne pourra pas réduire la consommation de chauffage ou de climatisation dans les villes si on n'a pas les industriels. Et c'est dans les villes que ça se passe. 70% des émissions de CO2 sont dans les villes aujourd'hui. Et c'est essentiellement le bâtiment et la mobilité, avec 2 sujets qui sont assez différents. Je pense que le sujet des bâtiments, il est quelque part plus facile à résoudre que celui de la mobilité, parce que celui de la mobilité, comme l'a indiqué Carlos Moreno, on touche à des sujets de comportement qui sont probablement plus difficiles que ceux des bâtiments. Donc on sait très bien sur quoi il faut agir, et il faut agir ensemble. Ce n'est pas aux villes d'aller dépenser l'argent pour rénover. Elles doivent en faire une partie, mais c'est aussi aux citoyens d'en faire une partie, parce qu'ils vont avoir un payback. Alors il faut aider le payback, avoir un prix du carbone d'une manière ou d'une autre. Le prix du carbone aujourd'hui, c'est à la fois politiquement pas facile parce qu'il de le dire, mais c'est une évidence. Après, il faudrait compenser. Et il monte un peu. Il monte beaucoup. Il faudrait qu'il soit à quoi, 100, 150 $? On change les choses. Quoi ? Déjà 60, c'est pas mal là. Ouais. Ce qu'il faut, selon les entreprises, ont besoin, c'est d'une trajectoire, si vous voulez. Et là, on commence à avoir une trajectoire. Moi, je préfère les taxes aux mécanismes de marché parce que les mécanismes de marché, c'est plus volatile. Mais enfin, on est déjà à 60, plus de 60 en Europe. Un patron qui est pour les taxes, c'est bien quand même. Pardon ? Un patron qui est pour les taxes. Non, oui, je suis pour les taxes. Et après, c'est vrai pour qu'on l'a vu avec les Gilets. Le problème des taxes, c'est qu'il faut qu'elles soient. On n'arrivera pas si on n'a pas des taxes qui soient justes et, donc, regardez avec des compensations. Regardez les pays scandinaves, ils l'ont fait. Ils sont largement au-dessus de nous. Ils ont mis beaucoup plus de temps à le faire. Ils sont à 120, eux. Mais ils ont mis beaucoup plus de temps à le faire.
Et ils l'ont fait. Nous, on s'y est pas Ce très que bien vous demandez, vous, les entreprises, c'est quoi? C'est Nous, on a besoin une alors, visibilité premièrement, les entreprises. et une contrainte qui soit stable dans le temps. Je vais dire, il y a deux choses qui me paraissent très importantes pour les entreprises. On ne parle pas des villes, mais c'est pas grave. Ah, vous êtes un des acteurs de la ville. La première chose, c'est que les entreprises, actuellement, elles sont en train de se décarboner à toute vitesse, mais elles ne vont pas vont avoir besoin de beaucoup d'électricité décarbonée et pas chère. On va en parler. Il me regarde. Hein. On va en parler, mais effectivement. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut des politiques énergétiques très très fortes. Et aujourd'hui, on n'en prend pas le chemin suffisamment. Donc on va manquer d'électricité décarbonée par rapport à la vitesse à laquelle les entreprises industrielles avancent. Et la deuxième chose, c'est que les entreprises ont besoin de visibilité à terme. Donc c'est pour ça que le prix du carbone est absolument majeur. Et si on fait ça, moi je pense que ça va s'accélérer parce que je pense que si vous voulez, les villes et les entreprises, c'est des acteurs très très importants. Et que les gouvernements, il faudra bien qu'ils suivent après. Voilà. C'est la manière optimiste de voir les choses. Je partage ce que vous avez dit sur Glasgow, mais il y a des choses qui avancent et et qui se bougent. On reviendra sur les solutions. Peut-être vous êtes tourné vers Karine de Boissezon, qui est directrice du développement durable d'EDF. L'énergie décarbonée, effectivement, c'est quand même un peu votre sujet. Le débat aujourd'hui monte très fort sur le mix énergétique. Il y a eu les scénarios de RTE que vous connaissez tous, je ne vais pas les rappeler. L'un de ceux qui semble privilégié est celui d'un mix équilibré entre un peu plus de nucléaire, un renouvellement en tout cas du parc que semble pousser le gouvernement actuel, et je crois EDF, sans vouloir évidemment préjuger, et un mix énergétique qui aille vers plus de renouvelables en même temps, si je puis dire, pour prendre une expression à la mode depuis quelques années. Comment est-ce que vous, en tant que patronne du développement durable de cette entreprise, vous pouvez vous mouvoir dans ces scénarios? Parce que vous êtes sur des temps très longs. Construire une centrale nucléaire, ça ne se fait pas d'un claquement de doigts. Oui, non, je pense que c'est important de le rappeler, EDF a 75 ans et l'enjeu c'est qu'on ait notre licence d'opération au moins pour 75 prochaines années. Et donc c'est à la fois un avantage et une forte responsabilité, c'est qu'on se projette sur le temps long, on ne veut pas avoir, comme le disent nos amis anglais, des stranded assets et des stranded workers, c'est-à-dire ne pas avoir des actifs échoués et des salariés échoués. Donc on a absolument besoin d'être au rendez-vous de cette transition énergétique. Je pense qu'on parle beaucoup de la croissance de la demande en électricité, c'est à la fois bien et en même temps, on parle peut-être pas assez de sobriété. Donc je pense qu'il faut quand même se rappeler ce triptyque d'efficacité, sobriété et technologie. Donc nous, on travaille bien sûr à être au rendez-vous de ces nouveaux besoins d'électricité décarbonée. Je le rappelle quand même, peut-être cocorico avant les Chinois, on est le premier producteur d'électricité décarbonée au monde, EDF. 454 TWh en 2020. Après, il y a des Chinois, effectivement. Et le premier autre opérateur européen, il est très loin de nous, c'est Enel à 131 TWh. Donc je pense que c'est important de se rappeler qu'effectivement, on a un rôle vraiment très important pour la réussite française, européenne. Donc oui, en même temps, on le fait. Donc nucléaire renouvelable. On est le premier producteur d'énergie renouvelable en Europe d'ailleurs. L'hydraulique, rappelons-le, est la première énergie décarbonée qu'on a aussi. Après, l'enjeu, je pense, pour nous, c'est justement cette difficulté de ne pas penser en silo, comme l'a dit Ronan. La biodiversité, on sait qu'on a des injonctions contradictoires régulières entre climat et biodiversité quand on est un énergéticien. On le sait avec l'hydraulique, on le sait avec la biomasse. Et donc, c'est comment on a cette ligne de crête finalement qui fait qu'on peut développer, mais en respectant les ressources de la planète. Et donc, ça demande effectivement de la planification. Donc, nous, on est pour la planification, on est pour la visibilité, comme l'a dit Monsieur Chalandard, parce qu'effectivement, si on veut projeter des actifs sur 50 ans, on sera impacté par le changement climatique, il n'y a aucun doute. Et donc, il faut qu'on s'assure qu'on investit bien les 15 milliards d'euros que EDF déploie chaque année. Un des points qui est compliqué pour vous, évidemment, c'est un sujet un peu politique. Je pardonne ma question, mais vous êtes là pour essayer en tout cas d'y répondre. On est dans un moment, je disais, d'élection présidentielle, avec des choix absolument majeurs qui vont déterminer les actions que vous allez mener, construire ou pas des nouveaux réacteurs, ou les fermer les existants sur une durée déterminée, si c'est les Verts qui l'emportent. Ils l'ont dit clairement, Mélenchon aussi. Donc on a aujourd'hui un spectre d'évolution possible pour la production d'énergie. Ce qu'on sait, c'est qu'on veut qu'elle soit décarbonée, mais la façon dont elle le sera va dépendre de choix politiques. Comment est-ce qu'on peut finalement programmer le futur quand on est dans cette situation-là ?
Vous l'avez mentionné, je pense que le rapport de RTE pour ça est essentiel. Je crois que l'ADEME produit aujourd'hui ces rapports. Il y a eu Négawatt, Greenpeace, il y a un certain nombre de parties prenantes qui Il n'y a pas de projettent. consensus, c'est ça que je veux dire. Anne Hidalgo a parlé En du fait, consensus. Là, il n'y a pas de consensus. L'enjeu du consensus, il se fait sur aussi les comportements. Je pense qu'on en revient beaucoup à ça. On parle de technologie, donc les technologies, on les connaît, les technologies décarbonées. On voit bien que ce n'est pas parce qu'on veut du renouvelable qu'il se fait. Je rappelle qu'en France, on a 0 éolienne offshore. Il y en a 5000 en Europe. Ça fait quand même 10 ans qu'on développe de l'éolien offshore. On n'arrive pas à le sortir. Alors, heureusement, les projets arrivent, là, 2022. Mais globalement, on est très en retard. Donc, en fait, la question, c'est vraiment comment on est capable... Question de maturité du débat politique, peut-être aussi. C'est la stratégie du zéro regret. C'est-à-dire, est-ce qu'on veut que les Français soient dans du blackout ou pas ? Et donc, effectivement, il y a la science et la technologie qui sont là, mais c'est le sujet du comportement derrière. Qu'est-ce qu'on est capable d'accepter ? On en revient à la sobriété, au changement de comportement. Et je pense que ça, aujourd'hui, c'est effectivement essentiel dans le débat public. C'est quoi le narratif qu'on donne à nos concitoyens si on ne fait pas les choix technologiques pour être au rendez-vous de la hausse de l'électricité qui a été mentionnée ? On a besoin de faire x 2,5 sur l'électricité si on veut être au rendez-vous de la décarbonation du transport et du bâtiment. Non, juste un petit point, c'est que je trouve que les scénarios RTE sur l'efficacité énergétique, et ce n'est pas moi qui vais vous dire que l'efficacité énergétique, ce n'est pas majeur. Ils sont basés sur des scénarios de progrès qui sont très, très ambitieux. Donc c'est pour ça que je dis que même que je ne sais pas si on va y arriver. Vous l'avez aussi, M. Zenner, dit que ce n'était pas évident. Et si on n'y arrive pas, c'est-à-dire qu'on aura besoin d'encore plus d'électricité décarbonée. Deuxième chose que je veux dire, c'est que de ce point de vue-là, la France a quand même, vous l'avez dit en parlant d'EDF, mais on peut le dire au niveau de la France globalement, la France a quand même aujourd'hui une situation qui est beaucoup, beaucoup plus favorable que les autres pays. Moi, je vais vous donner juste un exemple qui est toujours intéressant. On est en train d'essayer de décarboner tous nos procédés, comme tous les industriels. On a pris des engagements à 2030 et à 2050, et je peux vous dire, on est scruté à la loupe sur ce qu'on dit. On publie nos résultats tous les ans, et pour faire ça, il faut décarboner nos procédés. Donc ça veut dire être aussi plus efficace, mais il faut aussi, on est obligé, on passera dans beaucoup de cas par l'électricité. Aujourd'hui, la laine de verre, qui est quand même très, très important pour l'isolation. On fait aussi de la laine de bois, des biosourcés, mais enfin, la laine de verre reste le matériau aujourd'hui le plus utilisé. On sait la faire à l'électricité, et donc on l'a fait l'électricité en France, elle est décarbonée. Aujourd'hui, on l'a fait en Allemagne. Avec du gaz, si je passais à l'électricité en Allemagne, j'augmente beaucoup les émissions de CO2 de Saint-Gobain, parce qu'on a, en Allemagne, quoi qu'en disent les Allemands, aujourd'hui, c'est surtout du lignite qui fait de l'électricité. Alors, on poursuit le débat peut-être avec Arnaud Ngatscha. On a parlé, je reviens peut-être sur l'international et l'Afrique, justement, avec vous, Arnaud Ngatscha. Vous êtes s'occuper de l'international et de la francophonie. Anne Hidalgo nous a donné rendez-vous à Ouagadougou, rendez-vous que vous êtes sans doute en train de préparer. Vous qui voyagez et voyez beaucoup d'exemples de villes, et on parle des villes également du monde en développement, face à la pression démographique. Est-ce qu'on a une nouvelle bombe, j'allais dire climatique, et qui est en train de se préparer à nos portes en Afrique demain avec l'explosion démographique qui les attend? Bombe, je n'emploierai peut-être pas au sens où est-ce qu'ils auront les solutions dont on bénéficie dans les pays? Un défi, ça c'est un défi sûr. En tout cas. Une bombe, je ne suis pas sûr. Mais je voudrais avant revenir sur les propos de Monsieur le Sénateur et Monsieur le Président, parce qu'ils ont dit une chose essentielle pour moi. C'est cette fracture nord-sud quand même qui s'est passée à la COP, qui est gravissime. Je pense qu'il y a une question de responsabilité quand même maintenant des pays riches. On le voit d'ailleurs aussi sur la question des vaccins, parce qu'on voit bien quand même que ça redémarre de l'Afrique du Sud. COVAX est un échec total puisque 3% de la population en Afrique seulement est vaccinée. Et maintenant, on se dit, mais mon Dieu, c'est pas juste parce que nous serons vaccinés. On voit bien que c'est un virus qui est mondial, qui circule. Donc c'est pareil, je prends cet exemple parce que c'est exactement pareil sur la question climatique. Il va falloir trouver des nouvelles façons de discuter, d'engager des dialogues avec les pays du Sud en arrêtant de les culpabiliser sans arrêt. Moi, je parle en Cameroun dans 2 jours, à l'invitation du gouvernement, des maires camerounais, excusez-moi, mais aussi le gouvernement camerounais est impliqué,
qui veulent justement faire une rencontre sur la coopération décentralisée, avancer, réfléchir sur les sujets qui sont l'objet de ce forum aujourd'hui. Et je crois qu'il faut vraiment être différent dans l'approche que nous avons avec eux et investir. Et vous avez raison là-dessus. Après, c'est la question du coût. Vous l'avez posé très justement, ça coûte cher. Mais si je crois en quelque chose, c'est à la volonté politique. Ça sert à ça. Les maires, les responsables politiques fixent un cap. Lorsque Anne Hidalgo a décidé qu'il n'y aurait plus de voies de circulation sur les voitures belges, qu'on soit d'accord ou pas, mais en tout cas, elle avait une vision qu'elle a imposée, qui a transformé la façon de vivre dans la ville. En tout cas, c'était sa façon d'envisager la politique. Et ça, je crois que c'est notre rôle en tant que politique. Et je suis heureux aujourd'hui qu'on puisse le faire avec les acteurs économiques, parce que ça me paraît essentiel. Moi, souvent, et même dans une partie de ma majorité, les gens disent « Mais pourquoi, quand vous organisez des grandes conférences internationales, faire appel à des grands groupes économiques ?» Mais parce que c'est comment faire cette transition écologique sans les grands groupes économiques. Il va falloir quand même m'expliquer. On ne peut pas travailler en silo, chacun dans son coin, les villes, l'État, les entreprises. Donc ça, je voulais retracer ça parce que je pense que tous les intervenants ici ont fixé les bons éléments qui nous permettront sans doute d'arriver à des solutions. Ensuite, plus spécifiquement au niveau international et sur le continent africain, nous avons essayé, lorsque nous avons fait en octobre ici une initiative de Paris sur la préservation des forêts d'Afrique centrale, puisque c'est tenu à Paris, ici avant la COP26, une telle initiative qui réunissait les représentants des États du continent africain, les maires des grandes villes via l'Association internationale des maires francophones, les ONG, et un certain nombre aussi d'acteurs qui au quotidien agissent. Et on voit bien que là, c'est pareil, c'est vraiment la convergence des différents, on va dire, objectifs que les uns et les autres peuvent avoir, qui vont permettre d'avancer sur la question. Et sans doute, cette question des forêts, on l'a vu à la COP aussi, est aujourd'hui une préoccupation principale, parce que chacun sait que si elles disparaissent, nous en serons aussi les premières victimes. Et donc, cette convergence aussi est le but. Et sur le continent, effectivement, Jean Jouzel l'a dit, chez nous, et évidemment là-bas, la taille des villes. Yaoundé, 2 800 000 habitants. C'est pour ça que j'employais cette expression, peut-être je la retire de bon. Voilà, c'est-à-dire que si vous avez des milliards de gens qui vont vivre demain dans des zones urbaines et qu'on n'a pas de solution à leur proposer pour se déplacer, les solutions à leur proposer, voiture, diesel, qu'on ne va plus avoir chez nous, mais qui vont être chez eux, ça va être un problème. Quand même. Oui, tout à fait. C'est pour ça qu'il faut qu'on arrive à instaurer un dialogue avec eux. Je pense que c'est ce qu'ils cherchent. En tout cas, c'est ce que moi, je me rends compte de cela. Je veux dire, quand ils invitent des acteurs comme nous à venir les rencontrer, le but, c'est de trouver des solutions aux problèmes auxquels ils sont confrontés. Nous, tous les grands maires avec qui nous discutons, avec la maire de Paris, notamment à travers l'Association internationale des maires francophones, les partenariats qui sont noués, ce sont des partenariats de coopération avec nos services. Vous parliez de la question des logements, mais il y a aussi la question de l'assainissement, qui est une question essentielle dans les villes, puisque les réseaux d'assainissement, évidemment, ne sont pas tels que les nôtres, et donc, vu la taille des populations, et cet appel des populations vers les villes, c'est pas nous, parce qu'on va dire, mais attendez, arrêtez d'aller vers les villes, qui vont arrêter d'aller vers les villes. Moi, mon père est d'origine camerounaise, il est né dans un tout petit village du Cameroun, il n'y a pas de travail. Donc la réalité, c'est ça, c'est que chacun a envie de faire vivre sa famille, comme nous, d'ailleurs, nous souhaitons faire vivre notre famille. Donc c'est des raisons économiques qui poussent les populations à aller vers les villes, comme nous l'avons vécu d'ailleurs en France, quand il y a eu la désertification des territoires français pour aller vers les villes. Donc c'est tous ces défis auxquels nous, pays du Nord, maintenant, il va falloir qu'on apporte notre tribu. Des réponses et des financements. Oui, mais arrêtez de leur dire, si vous voulez, vous développez des grandes villes, il faut arrêter de développer des grandes villes. Non. Il faut construire bien du premier coup, ce qui n'est pas facile, mais voilà. C'est ça. En fait, nous, dans nos villes européennes, il faut les rénover, les repenser pour aller vers chacun partant de l'existant. Hein. Le concept du quart d'heure, de la ville du quart d'heure, je le trouve très, très puissant et très intéressant, mais après, il faut l'appliquer différemment partout. Mais nous, il faut rénover, et dans les villes, comme l'a dit Jean Jouzel, sinon ça va être une catastrophe, il faut construire bien du premier coup. Techniquement, on sait faire. Après, ça ne veut pas dire que c'est facile.
Et c'est là où la question des moyens, monsieur le sénateur, va se poser, en tout cas pour un certain nombre de municipalités, effectivement, notamment du Ronan continent Dantec, vous voulez africain. dire un mot et peut-être on fait un tour de table là-dessus. Je pense qu'effectivement, la question de l'ingénierie financière est au cœur aujourd'hui. Elle est au cœur en Europe, elle est au cœur à l'échelle mondiale, et avec un gros enjeu, non pas obligatoirement de subventions. C'est vrai qu'en fait, les 100 milliards promis après le dîner chez la reine de Copenhague, c'est un peu une goutte d'eau par rapport aux besoins. On a Par rapport besoin à ce qu'on a dépensé pendant les pandémies pour remettre mais les absolument. économies à flot. En fait, notre problème aujourd'hui, c'est plus, et y compris dans les villes, je suis encore un élu municipal de Nantes, vous donnez aux villes X milliards sur 40 ans à 0%, on vous réhabilite la totalité de la ville, hein, avec un retour sur investissement. On n'a pas besoin de subventions, on a besoin de prêts. Mais aller trouver, même à la Caisse des dépôts, du 40 ans proche de zéro, j'ai beau en discuter avec la CDC, qui est aussi notre partenaire, pour l'instant, c'est difficile à trouver. Mais c'est fondamentalement de l'ingénierie financière, fondamentalement, y compris sur le développement du renouvelable en Afrique, on a une solution. EDF est présente en Afrique sur le renouvelable, ce n'est pas uniquement en France et en Europe. Donc cette question de l'ingénierie financière est au cœur. Et l'autre question, et je rebondissais à ce que disait mon nouveau collègue, parce qu'on ne se connaît pas encore énormément, mais on a deux autres questions, à mon avis, qui sont importantes. Moi, je réagissais à ce que disait Carlos Moreno tout à l'heure, je ne sais pas s'il est là. L'hôpital à 1 heure. Ben oui, l'hôpital à 1 heure. Obligatoirement, l'hôpital à 1 heure, parce qu'il n'y aura pas un hôpital pour toutes les banlieues. Donc, ce que je ne voudrais pas, c'est le premier point, et ce point est assez important, c'est qu'on ait, en fait, et c'est un élu de grandes villes riches qui parle, qu'on ait demain, finalement, un certain nombre de territoires vitrines, gérés par des écolos, des socialistes, qui sont riches, qui ont les moyens de réduire leurs émissions de CO2, qui ont les moyens de faire de la nature en ville, qui soient donc de plus en plus attractifs, qui soient du coup la ville du quart d'heure, parce qu'elles ont les moyens d'investir leur espace public et d'offrir les mobilités. Du quart d'heure, la prochaine inégalité. C'est ça. Et quand vous regardez en Europe, et ça dans le rapport Climate Change, on a chaque... Oui. Mais on te donnera la parole, Carl. Et en fait, quand on regarde au niveau européen, et Climate Change sort un rapport sur les collectivités tous les ans, c'est que les villes qui prennent des engagements zéro carbone sur un temps court sont toutes des villes riches. Donc on a un problème, donc, il y a un vrai sujet, en tout cas, d'accès. Voilà, c'est-à-dire il faut faire très attention, de se dire attention à ce que ce ne soit pas seulement les territoires riches qui tiennent leurs objectifs carbone et qui rajoutent. Et un autre point, juste pour finir là-dessus, c'est est-ce que le modèle dont on parle est encore le modèle? Moi, je suis quand même frappé, j'ai des chiffres de la ville de Paris, sur la baisse de la consommation d'eau le lundi et le vendredi à Paris. C'est assez frappant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une partie des habitants de la ville vivent une partie de la semaine ailleurs. C'est-à-dire que leur empreinte écologique est en train de doubler parce que c'est plus simplement une résidence secondaire ici et là. Non, c'est un double habitat vers la Normandie, vers la Bretagne. Et regardez l'évolution des trains là-dessus. Et ça, y compris avec la montée des Paris températures... se vide ou alors les Parisiens ne se lavent pas? Non, mais je voudrais juste, pour finir là-dessus, de dire attention à ce qu'on ne raisonne pas sur un modèle urbain qui est un peu dépassé, avec soit des gens qui vivent entre deux lieux, et puis, et ça on le voit aussi à Nantes, un renforcement très rapide, et qu'on n'avait pas prévu, y compris on tenait un discours un peu inversé il y a encore 10 ans, des villes moyennes, et avec une question de la répartition de l'emploi entre les métropoles et les villes moyennes. Donc cette question d'aménagement du territoire est assez centrale. Elle est majeure et on en parlera. Et je pense que le paradigme urbain est en train de changer beaucoup plus vite qu'on l'imagine. On en parlera tout à l'heure. On arrive au bout. Un mot peut-être juste pour dire Paris ne se vide pas le week-end, c'est ça? Non, c'est pas ça. Je pense que c'est dû, on l'a dit, à ce qui s'est passé avec la Covid et des changements dans la façon dont les habitants des villes vivent, tout simplement. Mais en même temps, Georges Jouzel l'a dit, il faut faire très attention. On l'a vu pendant
pendant la Covid, hein. La majorité des Parisiens sont des gens qui vivent dans des petites surfaces et qui n'ont pas de maison de vacances, hein. Je veux dire, et on se trompe sur Paris de penser que la population parisienne n'est faite que de gens très aisés qui ont des maisons de vacances. Certains ont des maisons de famille, parce que beaucoup viennent de province, il faut quand même savoir quand on vit à Paris, et parfois retournent dans leur maison de famille. Et ça, c'est vrai qu'avec le télétravail qui s'est répandu, moi je vois dans mon entreprise, puisque je continue à travailler, il y a le travail 2 jours par semaine, donc ça a changé les habitudes des gens qui effectivement s'adaptent. Ça doit être pareil chez EDF, j'imagine. Des changements majeurs. Peut-être un dernier mot avec vous chez EDF. La question aussi, on parlait de l'accès à tous de la ville du quart d'heure, mais la question de l'accès à tous à de l'énergie pas chère, ça devient un sujet majeur, et c'est dans ces choix dont on parlait, Effectivement. de l'adaptation, c'est Ouais, donc vous avez raison, on est en plein dans une crise énergétique, hein. On a vu les prix de l'électricité exploser. Alors en France, on est protégé en partie puisqu'on a des tarifs réglementés, mais on l'a vu en Espagne, hein, ils ont le prix spot, donc le prix de marché qui a pris 300%, et avec la difficulté effectivement de dire la transition énergétique, on pourra la faire qu'avec et pour les gens. Ça a été dit, je pense, par ce panel. Et donc comment on rend cette énergie accessible, visible, hein, j'en reviens à cette notion de visibilité. Et donc ça demande effectivement du courage politique aussi, parce que la transition, il faut la payer. Donc le sujet de l'argent revient. Quand on parle d'adaptation, le FMI a dit qu'il fallait entre 6 et 10 trillions de dollars supplémentaires sur la décennie qui arrive pour faire l'adaptation. C'est 6% du GDP mondial, quoi. Donc voilà, donc cet argent, il est effectivement nécessaire, mais qu'il faut qu'il soit fléché au bon endroit. Et donc je voudrais le dire quand même, EDF fait ce lien entre l'énergie et le social, puisqu'on a près de 9 milliards de green bonds, donc des obligations vertes, pour flécher les développements renouvelables. Et on a fait des obligations sociales et on mesure l'impact des créations d'emplois dans les zones où il y a plus de chômage que la moyenne nationale. Donc ça, c'est vraiment essentiel, la notion d'impact et d'accessibilité au plus grand nombre, effectivement. Bien, merci à tous les 5. Malheureusement, time out, donc je dois m'arrêter, car il y a des invités qui attendent, y compris en Zoom. Merci à tous.